Vendredi 12 août 2022, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Les titres. Les responsables des différentes sessions communales du Parti du Renouveau démocratique sont favorables au mariage entre leur formation politique et l'Union progressiste. Cette adhésion ne surprend guère le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Il estime que l'union entre les deux partis est tout de même avantageuse. Le lancement du RAVIP au profit des Béninois résidant au Sénégal et en Guinée, puis la nouvelle gouvernance des structures décentralisées de l'enseignement, ce sont les sujets débattus hier sur la rubrique Ça se discute, les analyses des débatteurs à suivre. On s'intéresse dans cette édition au métier d'horlogerie qui est en voie de disparition. Pourquoi donc? Les précisions dans cette édition. Union ou création d'un nouveau parti politique, difficile de se faire pour l'instant une idée précise sur le mariage annoncé entre l'Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique. Cependant, il est à noter que les responsables communaux du PRD sont favorables à une union entre les deux formations politiques. Selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, les mouvements n'ont rien à perdre si les clauses de départ sont respectées par la suite. On l'écoute. Le projet d'union entre l'Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique a reçu l'assentiment des responsables des sessions communales du Parti Arc-en-Ciel, ceci après échange avec Adrien Rungweji, président de la formation politique. Cette adhésion massive n'est pas surprenante. Selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, c'est une fois encore la preuve de l'attachement des Haïnovie au PRD. Le PRD est un parti patrimoine. C'est une propriété privée presque du président Adrien Rungweji. Est-ce qu'ils ont le choix? Oui, ils ont le choix. Mais en réalité, ils ont le choix de choisir leur parti qui est leur parti, un parti auquel ils s'identifient. Et donc, lorsqu'Adrien Rungweji parle, c'est un peu comme parole d'évangile. Le consultant politique estime que les militants du parti Tchoko Tchoko n'auront pas à regretter l'acte qui est en train d'être posé si les clauses de départ sont respectées par la suite. Ce sur quoi je ne peux pas encore vraiment opiner, c'est l'UPRD. C'est le logo baobab avec l'arc-en-ciel. Mais s'ils réussissent à faire passer ça, pourquoi vous voulez que le militant PRD soit fâché? Pourquoi vous voulez qu'il soit remonté contre le président? Ce que demande le président, ce que demande le PRD aurait été fait. C'est-à-dire qu'on gardera l'arc-en-ciel, on trouvera le PRD. Avec le temps, lorsqu'on va vouloir parler de l'historique de l'UP, on dira l'UP au départ était UP et après a évolué vers l'UPRD parce que le président Patrice Talon sans doute a voulu honorer peut-être une amitié parce que dans une interview, le président Talon a dit qu'il a des amis, Amoussou Bruno et Adrien Rungweji par exemple. Donc du coup, du point de vue profondeur de l'amitié, peut-être qu'on en est arrivé là à des concessions. On attend que ce soit bien expliqué par les géniteurs eux-mêmes pour qu'on puisse comprendre. Mais si c'est cela, pourquoi vous voulez que le militant, ils auraient gagné sur toute la ligne. Parce qu'ils ont le vent en poupe. Et c'est sûr qu'ils vont négocier les positionnements dans la région. Si l'union entre les deux formations politiques se confirmait les jours à venir, Agapit Napoléon Maforican pense que l'union progressiste va non seulement conquérir de nouveaux champs politiques, mais aussi et surtout va se positionner davantage comme le premier parti politique national. L'UP a quelque chose de fondamental à obtenir là, parce que l'UP gagne de facto une localité comme l'OEB qui quand même peu au pro pèse autour de 8-9% dans l'électorat. C'est pas peu. Hein, si tout le monde se mobilise, si les électeurs se mobilisent, l'OEB c'est jusqu'à la hauteur d'Akbakba, c'est 8 ou 9%. Et là, dans les élections, comme une des élections législatives, où on aura 19e, 20e, 21e sélection électorale, il me semble, quand vous prenez ces deux départements tout au moins, hein, le 19e et le 20e,
vous sentirez que là, c'est le fief du PRD. Donc, ces deux départements, aujourd'hui, s'ils basculent, si effectivement le PRD obtenait gain de cause et l'UP réalisait son exploit, c'est-à-dire que vous allez voir que déjà l'UP va s'asseoir dans le mais comme elle est déjà assise dans d'autres départements. Et donc, elle prendra ancrage sur ce qui était le terreau du PRD, bastion imprenable, comme ce fut le cas pour le PSD de Bruno Amoussou à l'époque, bastion imprenable dans le Koufo. Le PRD organise ce samedi 13 août 2022 un congrès extraordinaire. Ce n'est qu'à l'aune qu'on en saura davantage sur le projet de mariage entre ces deux formations politiques. Vous venez de suivre à l'instant les analyses du consultant politique sur l'union ou la création d'un nouveau parti entre l'UP et le PRD. Dans les préparatifs aux élections législatives prochaines par les partis politiques, l'ancien ministre des Sports Galiou Soglo, lors d'une récente sortie médiatique, a appelé au boycott des élections par les partis politiques de l'opposition. Des propos qui ont suscité un commentaire de notre rédaction. On écoute. Alors que de façon unanime, les partis politiques de l'opposition, excepté le parti Restaurer l'espoir de l'ancien ministre Candide Azanaï, clament leur détermination à participer aux élections législatives de 2023, l'ancien ministre des Sports Galiou Soglo rame à compte courant en demandant aux partis politiques de l'opposition de boycotter les élections. C'est au cours d'un entretien accordé à un média étranger que l'ancien ministre des Sports a mis en garde l'opposition au régime du président Patrice Talon contre toute participation aux élections qui s'annoncent. Selon ses dires, les conditions ne sont pas réunies pour que l'opposition participe à ces élections du 8 janvier 2023. Ceux qui se réclament de l'opposition ne peuvent aller à cette élection, sinon ils seront comptables de ce qui adviendra, a déclaré le fils cadet de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Un appel au boycott qui vient dans un contexte où les partis se réclamant de l'opposition s'activent pour marquer leur présence au prochain Parlement après leur rendez-vous manqué en 2019. Pour eux, c'est le seul moyen de se faire entendre et de corriger ce qu'ils critiquent. Une prêche de Galiou Soglo dans le désert. En tout cas, cet appel risque de ne pas avoir l'effet escompté au regard de la dernière actualité liée à la forte présence de l'opposition aux manifestations commémoratives du 1er août dernier. Mais puisqu'en politique, tout est possible, il vaut mieux être prévoyant. Si l'opposition optait pour le boycott, elle aurait choisi, et à ses risques et périls, puisque nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Le seul moyen de se faire entendre et de prouver sa détermination à vouloir corriger ce que l'on juge mauvais, c'est par la voie des urnes. Les partis politiques de l'opposition ont donc le choix. C'est un commentaire signé Émeric Okupeli. Sur la rubrique Ça se discute du grand soir de ce jeudi 11 août 2022, deux sujets ont été abordés. Il s'agit entre autres du lancement du RAVIP au profit des Béninois résidant au Sénégal et en Guinée, puis la nouvelle gouvernance des structures décentralisées de l'enseignement. Suivez le compte rendu. Les multiples avantages de la réforme des actes d'état civil sécurisés s'étendent à la diaspora. Désormais, les citoyens béninois vivant au Sénégal et en Guinée équatoriale peuvent se faire enrôler au RAVIP, une décision appréciée par nos débatteurs. Il faut saluer cette décision du gouvernement. Aujourd'hui, on peut se taguer, on peut bomber nos torses pour dire que nous sommes fiers d'être béninois. Parlant d'intégration régionale, aujourd'hui, les Béninois peuvent être fiers de ce que le gouvernement du président Patrice Talon est en train de réaliser. Une démarche à saluer, la démarche avait commencé, ça va certainement s'étendre. Maintenant, l'autre élément sur lequel il faudrait mettre accent aussi, c'est que on a dû remarquer que ça s'étend en raison de, du poids démographique que représentent en fait nos compatriotes dans ces pays. Cette décision qui vient résoudre bon nombre de problèmes va permettre également à ces Béninois hors du territoire de pouvoir voter. Il y a une sorte de croisement entre les questions d'état civil et la liste électorale qui permet, comme on le dit, une pierre deux coups, de pouvoir opérer en même temps les deux. Donc ça garantit en même temps le droit de vote pour ses compatriotes. Donc il est important que
nous puissions en même temps faire cette évaluation. Et donc, les partis politiques aussi ont un rôle à jouer dans cette forme, dans cette sensibilisation ou autre. Au-delà de cette fonction de vote que le registre national offre, je voulais dire que cela a d'autres avantages. Donc, c'est-à-dire que cet outil-là est un outil révolutionnaire qui permet justement de faire au fur et à mesure d'actualiser la base et de savoir quel type de décision prendre en matière de développement de notre pays. L'autre sujet abordé est relatif au nouveau mode de nomination des directeurs départementaux pour le compte du ministère des enseignements maternels et primaires et celui du ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Une option qui réjouit nos analystes. Je pense que nous sommes à une ère où on doit être fier parce que cela avait commencé par les fonctions administratives et financières. Nous venons dans le sous-secteur de l'éducation. C'est une autre dynamique qui sera amorcée d'un moment à l'autre. S'il y a un secteur qui échappe encore au gouvernement, c'est justement ce sous-secteur de l'éducation où, malgré les réformes, on n'a pas encore les résultats escomptés. Avec cette nouvelle décision, je pense qu'on tend forcément, inéluctablement vers la modernisation de ce sous-secteur. Pour ces citoyens coins, cette résolution vient remettre les pendules à l'heure. Je pense que c'est l'heure de la réparation des injustices dans le secteur. Et tous ceux qui ont parlé avant moi ont relevé des cas d'injustice. Donc aujourd'hui, ce n'est que justice faite ou ce n'est qu'un début de justice. Finir tous ces agrégats qui ont permis d'avoir des résultats mitigés jusqu'à aujourd'hui. Les directeurs départementaux seront donc nommés pour un mandat de 4 ans renouvelable après une évaluation favorable. Les noms et moyennes des meilleurs au baccalauréat 2022 sont connus depuis le mardi 2 août 2022. Dans ce 13h, nous allons vous faire découvrir le deuxième au bac, Babio Hicham, avec une moyenne de 18,27. Matit Sabi et Boris Arissou, l'instant d'une matinée, ont fait une descente chez lui. Voici le reportage. Avec une moyenne totale de 18,27 sur 20, Hicham Babio est le deuxième au bac Bénin, toutes séries confondues. Âgé de 17 ans et élève au collège catholique Les Hibiscus de Parakou, Hicham a obtenu la note de 20 dans plusieurs matières, une fierté pour ses parents, mais aussi un privilège pour l'établissement dont il est issu. Il faut dire que c'est un enfant sur qui on comptait. Et on voyait venir quand même la réussite. Les résultats qu'il a obtenus au cours de l'année prouvaient déjà qu'il allait avoir de bonnes notes. Un jour, je me suis arrêtée, j'ai dit, bon, je vais acheter au moins quelque chose au bord de la voie. J'ai fini d'acheter le sucre. J'ai dit, ben, ça reste le lait. Au moins, arrivé à la maison, on va faire du thé pour prendre. Il a vu que vraiment le temps passait. Il est descendu, il a pris Zem, il est parti. Je suis revenue, mais Hicham, il est où? On me dit qu'il a pris Zem pour rentrer. Je suis venue à la maison. Toi, c'est quoi? Que lui, là, si ça fait, il n'a pas le temps à perdre. J'ai dit, pourquoi toi, tu es comme ça? Donc, c'est un petit, vraiment, il est toujours pressé, toujours à l'heure. Il n'aime pas le retard quand même. La rigueur a été le credo de Hicham tout au long de l'année scolaire. Il révèle aujourd'hui ses différentes stratégies d'apprentissage, stratégies qui lui ont permis de décrocher son baccalauréat, mais surtout d'être parmi les meilleurs. Durant les vacances, je me concentre beaucoup plus sur les matières littéraires. Et là, comme ça, durant l'année scolaire, j'aurai plus de temps à concentrer aux sciences, aux mathématiques et à la physique. Pendant l'année scolaire, en sciences, j'apprenais très bien le cours. J'essayais de maîtriser le cours. Je prenais beaucoup de temps sur la maîtrise du cours. Après cela, maintenant, je faisais les exercices. Il y a un site EducMaster où on peut trouver les épreuves de plusieurs collèges, des établissements du Sud aussi. Donc, j'ai pu parcourir beaucoup d'épreuves et du coup, pendant l'examen, face aux épreuves, j'étais un peu plus à l'aise parce que c'était un peu du déjà vu. Après le baccalauréat s'ouvre une autre porte, celle des études supérieures. Notre lauréat a déjà son programme tout tracé. Pour le cursus universitaire, j'envisage le domaine de l'informatique parce que aujourd'hui, l'informatique est au premier plan dans les questions de développement. Beaucoup de choses aujourd'hui se font en ligne et c'est un domaine vaste avec beaucoup d'opportunités. Donc je pense que voilà, ce sera un domaine dans lequel je compte vraiment me lancer pour le cursus universitaire.
Il faut signaler que nos diverses tentatives pour obtenir des interviews des responsables du collège catholique Les Hibiscus se sont soldées en échec. Vous suivrez dans nos prochaines éditions les reportages consacrés au premier et troisième du Bénin au baccalauréat 2022. Il se fait de plus en plus rare ce métier de réparation des horloges. L'horlogerie, bien entendu, un sous-secteur d'activité très futur des années 90, n'est plus en vogue ces dernières années. Pour comprendre cette activité et le désintérêt des jeunes à ce métier, nous nous sommes rapprochés de Awanso Avose Forum qui pratique ce métier depuis des années. C'est dans ce reportage de Mathieu Bokor et Melvin Achabi. Horloger depuis plus d'une quarantaine d'années, Awanso Avose Forum, passionné du métier d'horlogerie, s'est engagé à donner ou redonner vie à des garde-temps de toutes marques. Il est capable d'intervenir autant sur des modèles très anciens que sur des plus modernes grâce à ses aptitudes en microtechnique et en l'électronique. Quand un client te confie sa montre, tu dois l'examiner si c'est une montre mécanique, tu dois vérifier la balançoire. Après cette étape, tu vérifies si la panne se trouve à un autre niveau. Au cas où la panne persiste, tu décides de faire une révision générale. Mais si c'est une montre électronique, tu vérifies la pile. Si à ce niveau, la panne n'est pas signalée, il faut vérifier si c'est le moteur. L'un dans l'autre, on arrive à trouver solution au client. Pour lui, l'horloger travaille essentiellement sur des micromécanismes. C'est d'ailleurs pourquoi il doit faire preuve d'une grande habileté manuelle, mais également de patience et de minutie pour réaliser sa tâche au mieux. Il faut reconnaître que c'est un métier très technique. Quand tu t'échines sans trouver de solution à un client, ça murmure côté client. Mais bon, le client est roi, dit-on. C'est à l'horloger de garder patience en rassurant son client. Ceci à travers des explications afin qu'il puisse comprendre le fondement du problème. Pour être complet, un horloger doit être capable d'intervenir à tous les stades de la production d'un garde-temps, assembler les pièces, localiser les pannes, tester et vérifier le bon fonctionnement des mécanismes horlogers à chaque étape de son intervention et surtout savoir accueillir les clients, des qualités requises pour gagner son pain. Avant d'exercer ce métier, tu dois être exemplaire et sérieux. Et si le client vient, tu dois l'accueillir à cœur ouvert. Et ce qu'il te confie, tu dois le faire. Moi, j'ai gagné ma vie dans ce métier. Depuis 1979 que j'ai démarré cette aventure, je me suis marié grâce à l'horlogerie. J'ai construit, j'ai fait l'essentiel. Comme tout métier, l'horloger est confronté à des difficultés. Il passe de nombreuses heures sur son plan de travail dans des positions souvent inconfortables. N'empêche, il doit surtout s'armer de courage. Malheureusement, à confier notre sexagénaire, les jeunes n'éprouvent plus l'envie d'apprendre un métier, particulièrement l'horlogerie, une des causes principales de la disparition de ce secteur. Ce qui fait que le métier est en voie de disparition est que beaucoup de montres de mauvaise qualité sont déversées sur le marché. Du coup, quand ça tombe en panne, beaucoup préfèrent changer sa montre compte tenu des prix accessibles, 300 francs et 500 francs. L'horlogerie, un métier qui devrait nourrir son homme, c'est d'ailleurs une industrie qui peut avoir de beaux jours devant elle si le gouvernement restructure autrement le secteur, explique-t-il. J'invite le gouvernement afin qu'il introduise cette filière dans les lycées techniques pour permettre aux jeunes d'apprendre ce métier. Aujourd'hui, on veut être riche sans apprendre un métier. Et bonjour les dégâts.
do ganjan e ban mo gan force no e na do ndo ete yo po ni tembo ogo bo wa plan son bojo akwedin ha lo po bojo do lo ya plan son po la son teme andu kaka bo po yan o akwedin ha won e ton le din de re hen ku ran e o hen auto ran e e men dagbere. L'horlogerie, noble qu'il soit, le métier est en voie de disparition. En plus de son job, à Wansou, à Forum, combine d'autres activités à sa corde pour joindre les deux bouts. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, Etele en direct, notre compte Twitter, Etele Live, notre chaîne YouTube, Etele Benin, et en direct via notre application iOS et Android, Etele Benin tout simplement. Etele avec vous, pour vous.